Allez, bonjour à tous, vous pouvez respirer à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Aujourd'hui, on va partir en expé himalayenne avec des alpinistes de très haut niveau. À ma droite, Fred Dégoulet, bonjour. Bonjour. Guide de haute montagne, détenteur d'un piolet d'or. En face de vous, Benjamin Védrine. Bonjour Benjamin. Bonjour. Un habitué de l'émission Grand Air. Pas encore de piolet d'or pour Benjamin, mais de nombreux records, notamment d'ascension à plus de 8000 mètres. C'est un projet de un jour remporter ce trophée qui célèbre chaque année l'une des meilleures réalisations au monde. Non, c'est pas du tout un projet. Après, si ça arrive, je serais très content. Bon, c'est arrivé à Fred en 2018, ce piolet d'or. C'est une distinction qui est attribuée chaque année par un jury d'alpinistes également de très haut niveau. Oui, dans le jury, il y a plusieurs alpinistes, mais il y a aussi des spécialistes, des journalistes, du coup, un petit peu de tous les massifs, aux États-Unis, en Himalaya. Donc c'est un jury qui est composé pas que d'alpinistes, mais aussi des gens qui font partie du milieu, mais qui ne font pas forcément de la montagne. Bon, c'est la reconnaissance, en tout cas, pour le milieu de l'alpinisme, hein, comme on peut en avoir dans d'autres disciplines, au cinéma ou ailleurs. Là, on voit des photos de la remise de ce trophée. Donc, c'était en 2018. Ça change une carrière de guide, d'alpiniste, d'avoir une récompense comme celle-là? En tout cas, sur la carrière de guide, pas forcément. Ça va peut-être ramener un ou deux, on va dire, fans. Mais sinon, on va dire que ça améliore un petit peu la relation avec les sponsors. Ouais, vous avez une carte de visite au moins qui est valide. Plus. Il y a le petit machin certifié conforme. Oui, parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de Français qui remportent cette distinction. Donc, de plus en plus. Il y en a eu, voilà, ces dernières années, c'est monté un peu en puissance. Tous les 2-3 ans, il y a des Français. La promo 2023, c'est aussi des Français qui ont remporté ce piolet d'or. On avait eu Lise Billon aussi, hein, 2 ans avant vous. Alors, vous n'étiez pas seul hein, sur ce trophée, on l'a vu. Il y avait Benjamin Guigonnet et Elias Mirou qui vous ont accompagné. Enfin, vous étiez tous les trois sur cette expédition au Nupsé. Alors, elle date de l'année d'avant, 2017, mais elle est revenue dans l'actualité du moment, puisque un film retraçant cette aventure est sorti. Il a été présenté d'ailleurs aux rencontres Ciné-Montagne de Grenoble. Il a mis du temps à émerger ce projet de film. Ouais, on va dire que c'est un gros mammifère. Hein. C'est une gestation qui a duré 5 ans. Plus long que les baleines et tout ça. Mais qui finalement, on est content d'avoir attendu aussi longtemps parce que c'est un bijou. On est heureux de le regarder. On s'ennuie pas. C'est profond, c'est sincère. Donc ouais, c'est un film qui va, je l'espère, un peu marquer son petite époque. Et puis voilà, hein, nous on est tous contents au sein de la cordée du gang des moustaches que ça soit sorti comme ça. Bon, votre exploit, en tout cas, avait marqué aussi son époque il y a 6 ans. Le Nupsé en Himalaya, alors c'est pas un 8000, donc il est peut-être moins connu que les 14 autres grands sommets, mais il côtoie notamment le toit du monde. Hein, c'est dans le secteur de l'Everest. Nous, on avait un peu l'habitude de dire que le Nupsé faisait de l'ombre à l'Everest. Mais oui, en fait, il est connecté à l'Everest, puisque si on continue l'arête qui part de l'Everest, qui va au Lhotse, elle arrive sur le Nupsé. Donc, il est sur toutes les photos de tous les treks qui sont connus, là, qui retracent un petit peu le chemin jusqu'au camp de base de l'Everest. On le voit tout le temps. On voit là ces 3 sommets, effectivement, qui forment un cirque. Et cette face sur laquelle vous vous êtes échiné, une face impressionnante. Hein. On connaît les grandes Joras dans les Alpes, des faces de plus de 1000 mètres, mais là, on est dans une autre dimension. Et oui, c'est 2 fois la face des grandes Joras. Hein. Un peu le même profil, on va dire. Et avec de l'altitude en plus pour pimenter le jeu. Et puis un peu d'exposition quand même. Oui, un petit peu. 7861 mètres, je crois, le point culminant en fait, de cette grande muraille. Benjamin, vous avez déjà lorgné du côté du Nupsé parce que vous allez régulièrement dans ce secteur, en tout cas en Himalaya. Moi, ouais, j'étais allé assez tôt, je me souviens un peu plus, c'était 2013 peut-être, avec ma copine au pied du Nupsé, de la face sud. Et au même titre que la face sud de l'Annapurna, c'est des choses qui marquent quoi. Quand tu es au pied. C'est, pour nous, en tant qu'alpinistes, d'un trait, d'un seul, tu vois, jusqu'au sommet, ça file et puis c'est raide. Et puis
avec un œil justement de montagnard passionné, tu imagines forcément des lignes et puis bon, voilà, tu lorgnes un petit peu tout ce qui a déjà été fait par pas mal de Français notamment. Et puis tu vois ce qui n'a pas été encore fait et je m'en souviens parfaitement bien. Ouais. Mais ouais, après en 2017, quand ils avaient été, nous on était dans l'est du Népal à ce moment-là, donc on savait qu'ils étaient dans cette phase et donc c'était assez rigolo quoi, de penser à eux et par rapport à la météo, par rapport aux conditions, par rapport à l'engagement qu'on prenait nous aussi, donc il y avait un petit lien, c'était assez rigolo. Ouais. Alors, les lignes ne sont pas évidentes à trouver, elles ne sont pas non plus évidentes à réaliser. Il y a eu 2 tentatives avant le succès de 2017, 2015 et 2016. Alors, vous n'avez pas participé, vous, Fred, à la première? Non, la première fois, ça m'a fait peur. Je m'étais dit, c'est une trop grosse marche par rapport à ce que j'avais réalisé avec l'équipe, là. Mais il y avait Benjamin et Elias qui étaient motivés comme jamais, donc ils y sont allés tout seuls. Moi, je leur avais dit, faites un peu d'expérience et je vous rejoindrai après, parce que j'avais besoin d'avoir un peu plus de retour par rapport à ce que seules les photos m'amenaient comme information. Donc ils y sont allés en mode guerrier. Bon, ils ont eu des conditions ultra sèches, donc c'était impossible de gravir quoi que ce soit. Il y avait des chutes de pierre en continu. Mais ils ont pu ramener des photos, des informations cruciales qui nous ont permis après avec Robin et moi de se motiver pour revenir à 4. Donc en 2016, vous y êtes allé à 4, c'est ce que vous appelez le gang des moustaches. On comprend pourquoi, parce que... Ouais, j'ai gardé un Voilà, vous l'avez gardé, tous ne l'ont pas gardé, mais à l'époque, que ce soit Elias Mirou, Benjamin Guigonnet ou vous, Fred, vous aviez des belles moustaches. Je crois que vous êtes le seul d'ailleurs à l'avoir conservé. Ouais, Benjamin, il a toujours la barbe, donc il peut l'avoir quand il veut. Ouais. Il suffit de... Robin, il en a une petite aussi, ouais. Non. Mais bon, c'est resté comme ça. C'est un peu notre marque de fabrique, on va dire. Alors en 2016, vous butez une nouvelle fois, un peu plus haut quand même. Là, vous aviez gravi une partie de la face. Ouais, là, on va dire, on avait le talent, mais on n'avait pas l'expérience. Et donc on s'est échoué à 400 mètres du sommet, donc c'était hyper frustrant. Et puis c'était surtout la première fois qu'on n'arrivait pas à un sommet alors qu'on partait en expé. D'habitude, on arrivait toujours à faire quelque chose, et là c'est la première fois où ça nous a séché net. Donc ça nous a marqué. Et vous avez eu du mal, vous, personnellement, à digérer cet échec. Ah oui, on est rentré, le coup on s'est arrêté, c'était un traumatisme, on va dire. On a vécu ça comme un choc tous. Et s'en est suivi une petite dépression d'1 mois, tout ça. Un truc sympa, quoi. Mais bon, après, on a vite remonté une expé pour essayer de finir le travail, quoi. Ça fait partie pourtant du jeu de l'alpinisme et encore plus de l'himalayisme, de savoir qu'on n'est pas sûr d'arriver en haut. Vous aussi, Benjamin, quand vous n'arrivez pas à un objectif, ça vous frustre au point de parfois déprimer? Je pense que ça dépend du caractère qu'on a, mais si on a un caractère où on est sûr de la voie qu'on a envie d'ouvrir, de parcourir, de la passion qu'on a pour une face, pour une montagne, si on a un lien particulier qu'on a créé, à ce moment-là, ouais, ça me paraît évident de vouloir revenir sur les pas où on a buté. Et c'est pas propre à chacun. Il y en a, ils vont se dire, c'est trop dur, c'est trop compliqué, je vais voir une autre montagne, peut-être plus facile et avec laquelle je vais avoir un sentiment d'accomplissement plus rapide. Et là, pour des phases comme ça, on sait que c'est 50-50, voire peut-être moins de chances d'arriver au terme d'une expédition réussie. Donc, y retourner, voilà, c'est le signe d'un alpiniste accompli qui est passionné, et c'est ce qui fait des grands exploits comme ça, ouais. Il y a une forme de sagesse aussi, de savoir renoncer, de se dire, là, on est aux limites et on ne veut pas aller plus loin, Fred? Ouais, c'était le renoncement qu'on s'est infligé. Ça a été très dur sur le moment, parce quand on était sur les dernières parties, là, ça a duré 8 heures cette dernière journée avant de renoncer. On savait qu'on avançait doucement, mais on savait qu'on s'approchait quand même du sommet et qu'on peut aller très loin dans la douleur et dans la souffrance. Et on s'imaginait aller jusqu'au bout, quitte à presque pas revenir. C'était quelque chose qu'on avait envisagé dans notre inconscient. Et là, de se dire, non, on va redescendre, c'est très dur. Et puis en plus, avec l'altitude, le manque d'oxygène, on n'a pas toute notre capacité à réfléchir correctement. Donc c'est quelque chose qui est dur et qui... Moi, je trouve c'est même courageux de
pouvoir se dire j'arrête là, quoi. Comme ça, je redescends vivant avec tous mes orteils, tous mes doigts. C'est quelque chose que je imagine où on peut on peut passer outre et on peut rester là-haut, quoi. Ça, c'est sûr. Et il y en a beaucoup qui sont passés outre et qui sont pas redescendus. Vous n'êtes pas passé très loin, vous, Benjamin, à aller au sommet coûte que coûte, quitte à ne pas redescendre. C'était au K2 il y a 2 ans, je crois. Oui, c'était il y a 2 ans, ouais. Enfin il y a 1 an et demi, ouais. Et oui, non, mais effectivement, au K2, je suis pas passé loin, mais c'est tout le problème entre l'équilibre bénéfice-risque et puis l'engagement qui est nécessaire pour ce genre de projet par rapport au commun des mortels, comment les gens voient l'engagement. Déjà, d'aller au pied de la phase, de s'engager dans une phase comme ça, c'est déjà trop. Alors nous, alpinistes, eh ben, on sait jamais trop où mettre la barrière, quoi, de dire stop. Parce qu'il y a un moment donné, l'himalayisme surtout, on a tellement engagé au niveau du temps qu'on consacre à une expédition, de l'argent qu'on peut mettre dedans, de tous les sacrifices qu'on fait sur le plan affectif, on laisse certains membres de notre famille, notre copine, etc. Et on se retrouve des fois tout seul, à 3, 2, 4, dans un camp de base, et on est là pour aller au sommet, faire une voie. Donc en fait, au bout du premier mois, on essaye, et puis on est à 200 mètres de ce qui peut être un succès. C'est vrai que c'est très difficile de se dire, allez, on va pas être plus aimanté que ça, et on redescend. Juger les conditions en montagne, on sait que c'est jamais facile. Est-ce que ça va être plus facile? Est-ce que la météo va être vraiment ce qu'on a sur le téléphone portable? On sait que c'est très peu prévisible, beaucoup moins que dans les Alpes, la météo. Donc est-ce qu'on peut faire confiance ou pas? C'est jamais évident. Et moi, c'est vrai qu'au K2, j'ai voulu pousser un petit peu le bouchon en me disant, allez, ma petite étoile va faire que ça va se passer correctement, ça va être positif. Et puis il y a quelque chose qui a pas marché, auquel je m'attendais pas. C'était le corps qui, lui, a dit stop. Mais quelque chose qui n'arrive pas dans les Alpes, normalement. Voilà, une hypoxie sévère. Ouais, vous êtes lâché complètement à, je crois, quelques centaines de mètres sous le sommet. Là, on vous voit quelques minutes avant que vous soyez vraiment au bord de l'épuisement. Ouais, là, c'était sous le sérac Bottleneck. Donc, en gros, à peu près à partir de la base de ce sérac, ce qui est un énorme sérac très symbolique de la voie normale, et à partir de 8003 exactement, j'ai commencé vraiment à être dans une hypoxie sévère. Donc, mon rythme s'est radicalement ralenti et puis ma conscience s'est altérée. Tous mes sens, mon éveil ont été dégradés. Et en fait, je me souviens vraiment de rien entre ce début de la 8003, ce début des problèmes, jusqu'à 8004. Parce qu'en fait, j'ai quand même continué à monter, mais je n'ai pas de souvenir de ce passage-là. Donc c'est assez particulier, je dois l'admettre, parce que d'habitude, on sait pourquoi on renonce. Et là, au K2, je sais que j'ai commencé à descendre, mais j'ai pas le souvenir d'avoir pris la décision et j'ai pas d'images qui me reviennent, quoi. Ouais, donc il y a une zone d'incertitude, vous savez pas. Ouais, je sais pas exactement où je me suis arrêté, parce que ma montre, en fait, s'est arrêtée à 14 heures d'effort parce qu'elle avait plus de batterie. Et j'ai qu'un signe, en fait, spatial, c'est je me souviens vraiment avoir vu le corps, en fait, d'un alpiniste qui était décédé l'hiver dernier. C'était un Écossais qui était... je me souviens plus le nom de ce guide pakistanais avec lequel il était, mais en gros, il voulait faire la première hivernale du K2. Ils avaient échoué parce que c'était Nimsdai et son équipe qui étaient arrivés avant eux, et ils voulaient quand même le faire, même si c'était la seconde ou même la troisième. C'était quelque chose d'obsessionnel. Bon, du coup, ils ont échoué. Les deux sont décédés. Et il y a ce corps qui est toujours là-haut, à peu près à 8350 justement. Et alors c'est pas drôle, mais en tout cas c'est vrai que ça m'a permis au moins de savoir à peu près où je m'étais arrêté. Et j'avais pas de descendeur. Ça veut dire que j'avais pas un outil qui me permettait de descendre facilement sur les corps de fixe qui étaient installés. Parce que sur une voie normale en Himalaya, sur les 8000, il y a des corps de fixe chaque année. Et donc j'ai voulu regarder sur ce corps s'il n'y avait pas un descendeur qui aurait pu me servir, voilà, vu que ça ne lui servait plus à ce pauvre Écossais. Donc, et il n'en avait pas, malheureusement. Donc j'ai dû continuer la descente. Voilà. Et pour la petite histoire, j'aurais pu terminer comme cet Écossais. Et ce qui a fait que je m'en suis sorti, c'est à la fois ma bonne étoile qui m'a fait redescendre de moi-même, mais surtout, avant tout, les alpinistes qui étaient présents ce jour-là, qui eux descendaient également de la voie normale et qui m'ont porté assistance. Il y a finalement une solidarité au-dessus de 8000. On dit souvent que chez chacun pour soi. Ouais, c'est ça, c'est que c'est un monde qui est un petit peu parfois mal compris, un peu catalogué. C'est vrai qu'on pense tout le temps à l'individualisme dans le monde des 8000, et c'est pas tout le temps le cas. Il y a parfois, comme moi je l'ai vécu, beaucoup de solidarité.
envers des alpinistes qui ne sont pas du tout les mêmes, en fait, parce qu'on ne joue pas du tout au même défi, mais pourtant, on est au même endroit, on se rencontre au même moment. Là, c'est ce qui est arrivé pour moi. Et s'ils n'avaient pas été là, s'ils ne m'avaient pas donné un petit peu d'oxygène et un petit peu aidé mentalement aussi à provoquer cette descente, et ben, peut-être que j'y serais resté. Donc, on peut quand même noter ce phénomène, ouais. Au Nupsé, il y avait moins de monde, hein. Vous étiez seul sur la paroi, donc vous pouviez ne compter que sur vous trois, ce qui réduit aussi un peu la donne. Alors, lors de la première tentative, il y avait également une grande star de l'alpinisme et de l'himalayisme de l'époque, Uli Steck, qui faisait partie de la première tentative. En fait, c'était un concours de circonstances. Il y avait Elias et Benjamin qui faisaient une cordée, et puis Yuli avec Colin Halley qui faisait une autre cordée. Ils avaient deux projets différents, mais les conditions du moment ont fait qu'ils se sont rejoints pour essayer de faire quand même quelque chose. Donc la voie historique de Chris Bonington. Et même ça n'a pas fait parce que, comme on disait, la météo n'était pas vraiment fiable. Ils ont eu qu'une journée de beau, après il est tombé de la neige. Donc ils ont fait 2000 mètres le premier jour et puis après ils sont redescendus. Et puis je crois qu'on le voit là sur ces images où Lichtek, lui, même si il y avait un groupe de 4, il y allait quand même tout seul, sans corde, à sa façon, on va dire. D'ailleurs, on en parlait pas si longtemps que ça avec Benjamin et Elias. C'est que il a dicté un petit peu cette façon de faire alors qu'ils étaient 4, tout le monde était en solo. C'est assez perturbant. Nous, que ce soit Benjamin ou Elias, on n'a pas l'habitude de faire du solo. Et en fait, ils ont été contraints par des non-dits à faire du solo tous ensemble et ça les a un peu perturbés, on va dire. Alors, c'était un sprinter des cimes, Uli Steck, et il s'est tué juste derrière cette tentative au Nupsé, et au Nupsé, justement, sur la voie normale. Sur une autre phase de l'autre côté. Il incarnait un alpinisme technique quand même, rapide, léger, souvent solitaire. C'est des critères qui vous correspondent bien, Benjamin. Ouais, c'est vrai que passer de la mort de Lichtek à savoir si ça m'inspirait. Mais en vrai, sa mort, mais son en vrai, parcours. tout son passé, oui, de son vivant, c'est évident que c'est quelqu'un qui a marqué son époque, même s'il y a des zones d'ombre sur ce tableau qui à la base est quand même magnifique parce que il avait un niveau technique aussi bien en escalade libre, il était capable de grimper des longueurs extrêmement dures, proche presque du 9A. En endurance, c'était quelqu'un qui avait une méthodologie. C'est vrai qu'il s'entraînait pour ses projets. Et en alpinisme, c'est quelque chose qui est plutôt rare. On n'est pas habitué à le voir. Et puis, en escalade mixte, c'est-à-dire avec les piolets, la glace, le rocher, etc., il y a des vidéos qu'on connaît au Ben Nevis où il engage, il est prêt à aller loin. Et en même temps, il gère cette gestion du risque, justement, de manière assez... à sa façon, quoi. Et moi, ça m'avait marqué. Et puis surtout la vitesse, effectivement, qu'il a pu démontrer sur les faces nord des Alpes. Et puis en Himalaya, c'est quelque chose qui effectivement m'inspire parce que évoluer rapidement dans une montagne, je pense que ça parle à tout le monde. On a tous envie, à un moment donné, de voir ce qu'on vaut, d'aller vite, de regarder le temps qu'on a mis, etc. Et c'était poussé à l'extrême chez Yuli, mais ça a marqué son temps. Et on le voit aujourd'hui, les générations qui ont suivi, finalement, suivent d'une certaine manière aussi cette forme d'alpinisme léger, rapide, efficace. Ouais. C'était un alpiniste attachant, en tout cas, qu'on avait l'habitude de recevoir régulièrement ici sur Grand Air, même s'il était suisse. Il venait notamment aux rencontres ciné-montagne à l'époque. Et Benjamin a souligné sa prise de risque, son engagement. Il avait, j'ai envie de dire, une vision assez réaliste de ce qu'il faisait. Mais c'est aussi quelque chose qui est très dangereux. Hein. C'est à certains moments, tu penses, tu vas toujours avancer plus loin. Et c'est une route sens unique. Hein. C'est la mort à la fin. Et ça, c'est pas facile à digérer, quoi. C'était presque prémonitoire, hein, ce petit bout d'interview, Fred, quand on sait qu'il s'est tué par la suite. Non, mais c'est sûr, moi l'ascension du Nupsé, ça a été vraiment un révélateur de tout l'engagement que ça comprend de faire des performances en Himalaya.
Mais ça vient en jeu, clairement. Ouais, c'est un enjeu qui est. Puis, en fait, j'ai l'impression. Enfin, c'est sûr, toutes ces faces qui sont gigantesques, qui restent des problèmes en Himalaya, c'est pas pour rien. Hein. C'est qu'elles sont dangereuses. Et avant de réussir cette ascension qui est, on va dire, l'aboutissement de ma carrière d'alpiniste, bah, je me mettais des œillères, hein, tout clairement, pour pouvoir essayer, pour pouvoir y aller. Je me mettais des œillères pour ne pas voir tous les dangers que ça impliquait. Et le fait de réussir, bah, ça m'a ouvert complètement les yeux. Et je sais que je réfléchis beaucoup plus sur mes objectifs. Et je sais que je ne retournerai pas dans une phase comme ça. Ça, pour moi, c'est clair et net. Ça demande beaucoup de sacrifices et puis surtout une acceptation du risque que pour moi, j'ai du mal à accepter parce que j'ai réussi, et avec des œillères. Hein. Mais avant de réussir, j'aurais pu garder mes œillères pendant encore longtemps. On voit les images de cette ascension, de cette phase effectivement raide, technique, immense. On sent, ne serait-ce que là, avec cette vue plongeante, toute la dimension de cette paroi, hein, sachant que vous étiez seul, 3 petits Français perdus. Oui, on est là et on sait que là-haut, il n'y a personne qui peut nous venir à la rescousse. Hein. S'il se passe un truc, on est seul au monde à pouvoir gérer une crise ou n'importe. C'est un terrain mixte. C'est quoi le plus compliqué? La glace, le rocher? C'est à 90%, même 95% de la glace et de la neige. Et puis de temps en temps, on met un peu les piolets dans du rocher. Mais ça reste du mixte, mais c'est une grosse part qui est en glace. Donc technique cascade de glace, on va dire. Avec la pente très raide. La pente très raide, ouais, très très raide. Ah, le profil est assez incroyable. Hein. Et non, bon, après, c'est un peu notre domaine de prédilection, la glace. Donc ça tombait bien. On ne choisit pas nos objectifs au hasard. Bon, puis il y a l'altitude, parce que là, on voit déjà sur ces images que vous avancez tranquillement, mais parce qu'on est on est obligé, hein. à plus de 7000 mètres d'altitude pour la fin de la voie. Je crois qu'il y avait du 75 mètres à l'heure sur... Ouais, même moins, 50 mètres à l'heure. Ouais. De dénivelé. Hein. Ouais, c'est horrible. Bon. Après, nous, on faisait partie de la génération où on ne s'entraînait pas vraiment, on faisait que guider toute l'année, et ça servait de fond d'entraînement. Mais avec un peu d'entraînement spécifique, on aurait pu aller plus vite, mais ce n'était pas notre manière de faire à l'époque. Vous demandez des conseils à Benjamin, parce que même à plus de 8000, Benjamin, il tourne à 300 ou 400 mètres heure hein, sur les grosses ascensions. Ouais, mais c'est comme dit Fred, c'est sûr que ça demande un petit peu d'entraînement et puis de sacrifice dans l'idée que voilà, il faut faire plus d'endurance à une époque de l'année et délaisser un petit peu les autres choses que sont le travail de guide, parce qu'on va pas si vite avec le travail de guide et puis on se fatigue sans s'entraîner finalement. Et puis l'escalade aussi, où voilà, c'est chronophage et donc on peut pas tout faire. Vous avez passé combien de jours dans cette phase Du coup, 8. 8 Ouais. Donc avec des bivouacs forcément dans la paroi, c'est toujours un moment un peu particulier, il faut déjà trouver la place quand c'est très raide. Ouais, bah après on avait bien étudié le truc et on trouvait des zones de pente raide, donc on va dire dans du 50. Et on arrivait à creuser avec 1h30 d'effort en moyenne, entre 1h et 1h30. Qui puisait dans les réserves, mais on arrivait à se mettre quand même bien à l'aise dans la tente. On était dans une petite cocon, on était bien à l'abri du vent, de tout. Avec une belle vue. La vue superbe. C'est top. Après, quand on est dans la tente, on voit plus le vide. Hein. C'est comme si on était au camping. Hein. Ouais. On va dire ça comme ça. Voilà, faut pas sortir dans la nuit quand même. Non, il y a un peu de logistique concernant pas sortir pendant la nuit pour faire ses besoins. On essaie de se forcer le soir avant d'aller dans la tente parce qu'après c'est compliqué. Je crois que vous n'êtes pas fan, Benjamin, du bivouac en haute montagne. Non, enfin, si j'ai à dire, donner une réponse claire, je pense pas être un grand fan. Mais je sais pas si Fred est vraiment un grand fan non plus. Je pense moi, j'aime bien, ça me dérange pas. Ça dépend le qu'on est dans la tente, quoi. Mais... non, quand on était au Pandra, à peu près à la même époque, on était 3. Et les 2 nuits qu'on a faites dans la face, parce que c'était bien moins long que la face sud du Nuptse, on dormait à chaque fois, finalement, 2 dans la tente et 1 dehors.
C'est parce que voilà, on n'avait pas assez de place pour mettre la tente de manière intégrale et intégralement plate, quoi. Il y avait de la glace. Et puis une autre fois, c'était parce qu'il y avait une grande cavité rocheuse qui nous permettait d'être totalement à l'abri des coulées de neige. Et il faisait pas si froid que ça. Je me souviens d'ailleurs, cette période de partout, c'était général. Au Népal, c'était une période assez douce. Et donc moi, je préférais dormir dehors, ouais. Je suis assez claustrophobe dedans, même si des fois je me force à le faire et il n'y a pas de souci, j'arrive à dormir, mais à choisir, je préfère dormir dehors. Le bivouac le plus haut là, sur cette expé, c'était à plus de 7400 mètres, c'est ça? Ouais, 7450, ouais. Celui-là, il coûte... En plus, on cumule les nuits, donc on s'amenuise au fur et à mesure. Et puis là, du coup, on a fait 2 nuits à ce dernier bivouac. Et c'est vrai que là, la sixième nuit, là, c'est dur. Très très dur, puis on se consomme, le corps il brûle de l'énergie, même à rien faire. Ouais, juste en restant sous la tente. Oui, et cette dernière nuit à la descente, là, on n'a pas dormi, je crois. On n'a pas dormi, et puis au bout d'une semaine, on avait tous perdu 6 ou 7 kilos. Quand vous êtes là au dernier bivouac et qu'il reste cette arête, à peu près 400 mètres de dénivelé, vous savez que vous allez y aller ou il y a encore de l'incertitude à ce moment-là? Ça nous a surpris d'ailleurs quand on a... En fait, ce dernier bivouac, on est arrivé de nuit. Donc on n'a pas pu voir la suite. Enfin, moi, j'ai pu voir vite fait avant qu'il fasse nuit. Mais j'étais là, mais c'est pas fini, c'est pas fini. Je pensais qu'on allait arriver sur une grande pente de neige. Et non, il y avait encore 2-3 longueurs un peu de mixte. Et c'est vrai que le matin, j'étais là... Heureusement, c'était pas moi de grimper le matin, donc j'ai laissé Elias et Benjamin faire franchir ces 2 dernières longueurs, et puis je me suis occupé de la dernière partie en neige. Mais ouais, c'est jamais fini. On croit que c'est fini, mais ça n'en finit jamais en fait. Ah, sinon c'est pas marrant. Ah non. Bon, la délivrance était quand même arrivée. C'était le 19 octobre 2017, l'arrivée au sommet, et le gang des costauds, le gang des moustaches là, qui finalement vont craquer comme des gamins. Les images. Ce qui est cool avec tout ce qu'on a ramené, c'est que tout est commenté, tout est discuté. Comme si on voulait faire un film, mais c'était pas notre. C'était pas prévu. Oui, c'était spontané à ce moment-là. Tout est spontané et ça sert énormément au film parce que on ment pas, on est dans l'émotion, on est dans l'analyse, on est dans tout le temps. Et c'est un petit trésor qu'on a ramené, c'est bien. On va regarder. On va regarder une petite séquence justement des moustaches qui craquent. Bon les gars, putain. Ça fait presque 3 ans. Il n'y a pas un poil devant, t'as vu? 3 ans. Il y a un truc de dingue. Oh putain. Merci les gars. Merci Fred. Merci pour tout. Bravo. Mon pote. Bravo. On est truc de fou. J'imagine que c'est des moments qui vont rester marqués. À chaque fois que je le regarde, ça, j'ai presque les larmes qui reviennent. C'est des moments qui sont extrêmement précieux pour nous. L'émotion est plus forte quand on est en groupe, parce que Benjamin connaît aussi cette joie d'arriver au sommet, mais vous êtes souvent tout seul, Benjamin. Souvent, oui, je ne sais plus si c'est souvent ou pas, en proportion, mais ce qui est beau là-dedans, c'est qu'au-delà de la performance, c'est ce lien qu'il y a avec cette montagne, avec cette voie. Ça vaut l'enchaînement de plusieurs montagnes sur plusieurs continents, le fameux trophée des 7. Enfin, à côté de ça, finalement, cette histoire, elle montre qu'il n'y a pas besoin forcément de viser ce genre de défi et que se suffire d'une seule phase, ça peut nous amener à ce genre d'émotion, et c'est ce qu'on recherche en tant qu'alpiniste, quoi. C'est l'émotion, c'est le Graal, mais le Graal, en fait, c'est nous qui le construisons. C'est pas écrit à l'avance, quoi. Et ça, il le savait pas 3 ans avant, quoi. Et ça s'est fait au fur et à mesure, en fait. Et donc là, quand il craque, c'est ces 3 ans qui, d'un coup, se délient, quoi. C'est beau, quoi, du coup. J'adore, ouais. C'était vraiment une délivrance pour nous à ce moment-là. On le sent très bien. C'est un poids. Et puis, c'est comme on... Pour nous, ces moments, c'est toujours difficile de décrire ce qu'on vit là-haut. Mais voilà, à ce moment-là, ces 3 ans d'un projet, beaucoup d'énergie, de sacrifice, d'argent, de tout un tas de choses qui ont un point d'orgue. Et ce point d'orgue, il va durer un quart d'heure.
C'est complètement hallucinant. Et c'est pour ça que c'est intense, c'est que c'est des moments qui sont rares dans une vie, qui sont... Voilà, moi, j'appelle ça des diamants dans une vie. Voilà. C'est rare, c'est précieux et ça va durer toute notre vie, quoi. Alors j'ai un petit diamant également dans la vie de Benjamin Vidrine. La dernière fois qu'il est arrivé au sommet d'un 8000, ça donnait ça. Ah putain! Ah putain, mais c'est énorme! Ah, le cri de la délivrance. Ouais, là, moi, j'ai pas l'habitude d'être expressif quand j'arrive au sommet, parce que j'ai été éduqué comme ça, je sais pas, puis je suis assez pudique quand... avec les copains, quand on arrivait au sommet, Léo, Billon, tout ça, bon, on serrait la main, puis... et puis on descendait, quoi. Et puis là, c'est vrai que c'est naturel. Enfin, vraiment, ça vient du fond du cœur, ouais. J'étais vraiment très content de ce que j'avais fait. Et pareil, j'ai souvent du mal à le dire, et je suis souvent insatisfait de ce que je fais. Et là, il y avait un truc, je sais pas, qui s'est passé entre ce que je voulais et ce que j'avais fait, qui était très proche, quoi, et voire même qui surpassait un petit peu mes attentes, ouais. Bon, et Fred le disait, hein, c'est quelques minutes au maximum, ce moment où on peut profiter du sommet. Forcément, il faut redescendre. Là, vous aviez un beau challenge quand même. On se relâche pas quand on est là-haut. Alors, le panorama est magnifique. Là, on voit l'Everest et le Lhotse derrière vous. Mais il y a une descente qui, je pense, doit aussi prendre un peu d'énergie mentale. Ouais, en fait, quand on arrive au sommet, c'est un peu quand on est dans l'œil du cyclone, hein. Avant, c'est un peu la guerre. On arrive au centre, dans l'œil du cyclone, c'est le calme absolu, c'est cool. Et puis après, il faut repartir dans la tempête parce que on sait que c'est pas difficile de descendre, mais on est amenuisé, enfin, on est vraiment diminué physiquement, mentalement, on a puisé déjà. Donc on n'est pas à 100% lors de la descente et c'est pour ça qu'il arrive de temps en temps des accidents, des fautes de jugement, des erreurs d'itinéraire. C'est tout à fait compréhensible vu le fait qu'on ait donné 100% pendant plus d'une semaine. Là. Donc oui, quand on arrive sur la phase descendante, on se replonge dans la bulle, mais de manière diminuée, quoi. Benjamin, il a une solution. Lui, les 8000, il les descend avec une voile dans le dos. C'est plus rapide, moins dangereux finalement quand on a réussi à décoller. Et... Voilà, c'est important de le dire, ouais, quand on a réussi à décoller. Parce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question, on se dit oui, c'est plus facile d'imaginer une ascension avec un parapente dans le dos, parce qu'on peut descendre facilement en volant. Et en fait, c'est pas le cas. Il y a souvent des conditions qui sont défavorables, même si les prévisions météo annoncent un vent très faible. Et c'est ce qui est arrivé la première fois que je vais au Broad Peak, c'est que je pense vraiment décoller. Et en fait, il y a 45 km/h, c'est impossible. Donc je redescends à pied. Donc il faut toujours avoir en tête que quand on monte avec une voile, il faut toujours imaginer redescendre à pied. Et ça fait partie aussi des aléas de la montagne. Ouais. On peut pas tout... Mais par contre, c'est vrai qu'une fois que tu as la voile déposée sur le sol et qu'il y a les conditions qui sont propices, le temps de jouissance en fait est prolongé, on va dire, parce que tu sais que là, il y a un truc qui va arriver qui va être quand même vraiment dévant. Ouais. Et puis redescendre en quelques minutes d'un 8000, ça paraît complètement... Oui, c'est improbable. Parce que 8000, c'est inaccessible pour les hélicoptères, pour tout ce qui est volant. Enfin, c'est une zone où, si t'arrive quoi que ce soit, effectivement, personne ne peut rien pour toi, même ceux qui sont sur le chemin. Alors, au K2, c'était très spécifique, mais si physiquement, tu peux pas bouger, alors... décoller puis en 25 minutes arriver au camp de base où il y a tout le monde et c'est la fête, etc. c'est un contraste vraiment absolu entre cette zone vraiment de la mort où tout doit être minutieusement fait, etc. Et puis après en 25 minutes retour à la vie normale. C'est voilà, au petit déjeuner, à manger ton omelette et c'est assez contrasté. Ouais. Bon. J'ai vu que le Nuptse Est à 6803 mètres est aujourd'hui le dernier plus haut sommet vierge de l'Himalaya. En fait, il y a 7 sommets sur cette muraille du Nuptse et je pense qu'il y en a plus de la moitié qui ont été gravis. Hein. Alors le Nuptse Est. Ouais, 7803, c'est aujourd'hui a priori. Donc c'est le Nuptse Nup 1, sûrement. Peut-être. Vous connaissez mieux le coin que moi. Et du coup, probablement, parce qu'il s'étale sur, je sais pas, peut-être 1 kilomètre, ces 7 sommets, donc forcément un petit... Vous auriez pu faire l'effort de faire le kilomètre aller-retour pour régler ce problème, non? C'est ce qu'il recherche. C'est vrai que quand je suis arrivé là-haut, j'étais content de redescendre directement. Bon, en tout cas, ça fait un objectif peut-être pour Benjamin. La couronne du Khumbu. Ouais, la célèbre. C'est vrai qu'Elisabeth, elle l'avait. C'était une dame qui était en fait très connue, qui s'occupait de l'Himalayan Database et
et qui avait défini que ce fer à cheval, en fait, qui part du Nuptse, l'Lhotse et Everest, c'était vraiment le challenge absolu de l'himalayisme. Et c'est vrai, quand on voit, justement, je regardais l'arête tout à l'heure quand il y avait la vidéo, et j'imaginais, je me projetais, puis en fait, les arêtes comme ça, C'est dur. c'est terrible. Parce que Terrible. c'est pire une longueur à grimper avec une corde à mettre des broches. Il faut toujours faire attention. Un coup, il y a une corniche, un coup, à droite, la neige est réchauffée. Enfin, il y a le vent tout le temps. Enfin, c'est l'enfer. oui, il y a un challenge qui n'est pas que technique, qui est vraiment aussi logistique, météorologique. Enfin, ouais, là, il y a beaucoup Et de puis paramètres. là, on est quasiment à 8000 tout le long. En plus, voilà, il y a cette exposition à l'altitude qui est constante. Ça veut dire plusieurs bivouacs à 8000. Ouais, non, je ne sais pas si ça se fera un jour. Sans oxygène, peut-être. Bon, on verra. En attendant, vous avez d'autres défis. Vous allez régulièrement en Himalaya. Vous y étiez au printemps dernier, au Nanga Parbat. Oui, alors le Nanga Parbat, c'est le dernier 8000 le plus à l'ouest de la planète et c'est au Pakistan, toujours. C'est dans l'Himalaya. Parce qu'en fait, le Pakistan, c'est assez. Il y a les deux. C'est particulier. Il y a le Karakoram qui est un peu plus au nord, là, et où il y a le K2, justement. Et hop, l'Himalaya, il part dessous et il se prolonge jusqu'au Nanga Parbat. Et donc, on est parti, en fait, au printemps, plus tôt que d'habitude, par rapport aux expés classiques. Et notre but, c'était de gravir, en fait, la face sud du Nanga Parbat, qui est une des plus grandes faces au monde. Ça fait 4500 mètres, en gros, vraiment du sol plat jusqu'au sommet. Et cette face sud, en fait, elle est très peu convoitée parce que déjà, c'est très difficile de parcourir ces 4500 mètres et d'aller arriver jusqu'au sommet. Il y a plein de variables qui font qu'aucune expédition commerciale n'y met les pieds. Et au niveau du style alpin, donc en gros, sans corde fixe, sans oxygène, comme nous, on a voulu le faire, ça demande de la même manière soit une chance énorme avec un créneau météo très favorable d'une semaine, 10 jours, avec une neige ferme. Et là, on peut imaginer peut-être en 4-5 jours aller au sommet. Et soit sinon, ça demande des efforts comme nous, on a pu le faire, qui sont terribles, où en fait, on s'enfonçait dans la neige, il y avait beaucoup de neige fraîche. Et on a dû prendre des raquettes, il fallait être pas trop tard parce qu'en fait, pour redescendre en style alpin, il faut quand même pas trop qu'il y ait chute de pierre parce que ça demande du temps de faire les rappels, etc. Enfin, tout est plus lent en style alpin. On a tenté ça avec David Gottler, en juin. Et malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au sommet. Vous regardez une frustration de cet expé Non, pas du tout. Je ne regarde pas une frustration. Sur le moment, c'était très dur de faire demi-tour à 7500 mètres. Là, c'est quand on fait la trace. En fait, quand on fait la trace, on a la raquette et pourtant, on s'enfonce quasiment jusqu'au genou. Et en fait, c'était un endroit paradisiaque au niveau du camp de base. Et on pouvait faire du parapente comme ça quasiment tous les jours. Et vu qu'on est à 3500 mètres, c'était sec jusqu'à assez haut. Et on pouvait du coup marcher, randonner 1000 mètres et puis hop, décoller. Et c'est un endroit qui est tellement sous une immense forteresse, donc qui est le Nanga Parbat, que tous les vents en fait généraux qui viennent souvent d'ouest dans cette région font que ce petit paradis il est à l'abri des vents. Et donc on pouvait quasiment voler tous les jours. Et pour nous c'était une chance énorme parce qu'avec David on a tous les deux une voile de parapente, on pilote et de pouvoir bouger comme ça d'un camp de base. C'était une chance parce qu'en Alaska ou dans d'autres camps de base où il y a du vent dès 10h du matin, etc., soit il y a de la neige autour du camp de base et tu peux pas trop bouger, il y a des crevasses directement en Alaska, et soit tu es dans des régions où il y a du vent, ça turbine à 10h du matin et ça te démotive pour aller voler, tu n'as pas envie de te mettre en torche et te faire mal à cause de ça. Et puis voilà, le camp de base du Nanga Parbat, c'est plat, c'est herbeux, il y a des chèvres, il y a des gens qui vivent, c'est très particulier, c'est pas habituel. Alors, au même moment que vous, et quasiment au même endroit, il y avait une alpiniste française qui, elle, n'a pas buté. On la voit sur ces images. Elle s'appelle Sophie Lavaux. Elle était la première Française à réussir la série des 14 8000. C'était son dernier, le Nanga Parbat. Elle y est arrivée au sommet, guidée par un Sherpa. Là, on voit les images de François Damilano, au guide de Chamonix, qui l'a également accompagné au sommet. C'est un exploit. Depuis 1986, c'est Reinhold Messner qui avait été le premier alpiniste à réussir ces 14 plus hauts sommets de la planète. Aucun Français, aucun Française n'avait réussi ce challenge en 37 ans. Elle a fait ses sommets. La performance a été diversement commentée dans le milieu de l'alpinisme. J'avais envie d'avoir votre ressenti à tous les deux sur ce qu'a pu faire Sophie Lavaux, qui est
une amatrice, entre guillemets. Elle s'est consacrée de façon professionnelle à ce défi pendant une dizaine d'années, mais elle n'a pas le niveau que peuvent avoir la plupart des grands himalayistes français. Nous, c'était marrant parce qu'on était vraiment juste de l'autre côté au même moment. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient versant Diamir, donc la voie normale, et nous, on était versant Rupal, versant sud. Et on savait qu'ils étaient sur la même montagne que nous, mais dans un style totalement différent, donc en style himalayen, et qu'elles convoitaient effectivement le dernier sommet pour collectionner les 14. Et donc c'était marrant, on ne savait pas quel jour ils allaient y aller, etc. Et nous, quand on était à 7005, on a mis notre tête de l'autre côté et on s'est dit, on va voir tout le monde, toute la caravane, souvent des 8000istes qui montent vers le sommet. Et en fait, ce n'était pas du tout le cas. Ils étaient en retard un petit peu sur leur manœuvre aussi de mettre en place les cordes fixes, les camps, etc. Parce que des gens comme Sophie, voilà, ils ne vont pas s'aventurer en fait devant. Ils vont attendre qu'il y ait eu le travail de leur guide qui soit fait avec une trace de fête, etc. pour après envisager aller jusqu'au sommet. Et donc ça leur a pris plusieurs jours et ils ont été juste au dernier créneau. Et pour répondre à ta question sur cet exploit ou non, dans notre communauté, en tout cas, moi personnellement, je perçois comme étant non pas un exploit collectif, parce que c'est du style himalayen sur quasiment tous les sommets. On remonte des cordes fixes. Voilà, on remonte des cordes fixes. Et puis c'est guidé, donc ça veut dire qu'il y a une indépendance qui n'est pas présente. Il y a des qualités d'alpinistes qui ne sont pas forcément présentes du fait qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de sa sécurité, il y a quelqu'un qui s'occupe des nœuds décisionnels, même si Sophie, j'imagine qu'elle doit aussi donner son avis dans plusieurs moments. Et puis, de nos jours, en fait, on peut imaginer faire beaucoup mieux en termes de 8000isme, sans oxygène. Ça peut être fait, ça peut être aussi, comme moi j'ai pu le faire, peut-être avec des records, en partant du camp de base jusqu'au sommet. Moi, j'attends encore quand même un alpiniste. Il y avait Jean-Christophe Lafaille qui, à l'époque, avait tenté de faire ses 14-8000 avec son style à lui, soit tout seul en hiver, soit tout seul en été, soit par des voies nouvelles, etc. Et ça marquait, je trouve, d'une autre manière la collection des 14. Voilà, moi c'est mon avis en tout cas, du point de vue personnel, ça reste quelque chose qui est quand même pas négligeable parce qu'il faut retourner à chaque fois sur ces sommets, faire des camps de base, il faut partir longtemps de chez soi, c'est souvent inconfortable, enfin on voit que le résultat, mais il y a quand même avant tout beaucoup de moments de doute, beaucoup de moments où c'est pas toujours facile, quoi. Voilà. Même s'il y a ces bouteilles d'oxygène, même s'il y a ces guides, etc. Mais c'est comme si je comparais un petit peu la plongée sous-marine avec oxygène, avec bouteille, en gros, et les apnéistes, quoi. Donc aller à 100 mètres sous le niveau de la mer avec une bouteille d'oxygène, c'est pas si facile. C'est relativement aussi risqué, mais ça se fait, quoi. En suivant le protocole, c'est accessible finalement assez vite. Pour un apnéiste, par contre, ça prend beaucoup plus de temps, quoi. Ça n'a strictement rien à voir. Donc nous, les alpinistes, c'est vrai qu'on joue, on obéit en quelque sorte à certaines règles qui nous amènent à avoir du mérite, qui nous amènent à voir la montagne d'une manière qui n'est pas la même que ce style-là. Ouais. En tout cas, aucun Français, même des grands noms comme Jean-Christophe Lafaille ou Benoît Chamou avant lui, ou Éric Escoffier. Oui, mais ça montre justement que c'est plus difficile, réussi, oui. Effectivement, et que c'est plus difficile et que c'est quelque chose, une quête qui reste encore à faire. Alors, je dis pas qu'il faut la faire, peut-être que c'est inutile, mais en tout cas, si ça n'a pas été fait, c'est pour une bonne raison. Il y en a beaucoup qui ont essayé quand même. Mais tous ceux que j'ai cités sont morts. D'ailleurs, dans ce défi, ils sont morts sur des voies normales. Ils ne sont pas morts sur des faces compliquées. Ils sont morts sur des voies normales de 8000. Jean-Christophe Lafaille, c'était en hiver, mais ça restait la voie normale. Et en hiver, effectivement, ça change un peu la donne. Mais Benoît Chamou, par exemple, qui avait été le premier, et je crois que c'était son dernier, à la descente, dernier sommet, il n'est pas redescendu. Fred, vous, comment vous percevez cette... alors, je ne vais pas dire exploit, mais en tout cas, cette performance, en tout cas... Moi, je vois ça comme... oui, c'est une performance physique. Elle restera la première Français ou Française à réussir ce défi, quand même. Ouais, c'est tant mieux pour elle, je dirais. Si c'était pas elle, ça serait forcément quelqu'un d'autre derrière. 37 ans, on attendait. Mais après, moi, cette quête des 14-8000, ça ne m'attire pas du tout. Et puis, j'ai l'impression qu'on peut, comme a montré Nimsdai, comme a montré la Recordman maintenant, il suffit juste d'avoir de l'argent pour les faire. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est juste une question d'argent. C'est de l'argent, de la logistique et un peu de motivation quand même. Hein. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. Mais je trouve que le fait d'utiliser de l'oxygène et puis d'avoir toute cette panoplie d'artifices derrière, que ce soit les guides Sherpa, ceux qui portent l'oxygène, ceux qui guident, tout ça, ça enlève
de la performance parce que ça reste des artifices et que le faire tout seul et sans oxygène, sans Sherpa, tout ça, c'est un autre jeu. Hein. Ouais. Allez, on va quitter l'Himalaya pour finir cette émission. Parce qu'on a encore quelques petits sujets abordés avec vous et dans nos Alpes, hein, qui est aussi un terrain de jeu très, très agréable, très varié, où on peut faire de belles choses, même si l'altitude est moins élevée. Benjamin, vous avez ouvert cet été une nouvelle voie dans la face sud de la Meije, hein, pratiquement à la maison, j'ai envie de dire. Oui, parce qu'une nouvelle face, ça aurait été... Ouais, ça aurait été... Là, c'était un gros scoop. Il faut creuser longtemps. On a trouvé une face qui n'existait pas. Une nouvelle voie dans la face sud. On a fait une voie dans la face sud de la Meije avec 2 copains. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte que dans les Alpes, on peut faire joujou et encore pendant pas mal de temps, même toute une vie sans problème. C'est différent de l'Himalaya, mais il faut avoir un peu d'imagination pour créer ces lignes. Mais voilà, on a réussi à trouver un petit bout de rocher. Vous êtes parti de la Grave, donc côté nord, pour contourner la Meije et attaquer la face sud qui se trouve... Ah, ça fait du bien de voir des belles montagnes. Ah ouais, avec du beau soleil. Ça, c'est le refuge du prémontoire qui est au pied de la face. Et vous avez fait trop de bruit, vous en virez. Comment ça se fait que... Non, mais c'est comme je le disais tout à l'heure, je suis un peu claustrophobe aussi en refuge. Finalement. Quand je peux dormir dehors, je dors dehors. Je rêvais de dormir sur cette terrasse parce que j'allais souvent au refuge du prémontoire et depuis très jeune. Et je voyais toujours la fille et le fils de Freddy Maignan dormir dehors. Et puis voilà, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Donc c'est fait. Là, j'ai dit à Sandrine, écoute, je prends les matelas, je me mets à la DZ et... Bon, le matin, elle m'a dit vite, enlève-les parce que s'il y a l'hélico qui arrive... ça aurait fait embêtant. Quand on part comme ça dans une voie inconnue, on sait à peu près le niveau qu'on va trouver où il y a beaucoup d'incertitudes. En fait, pour l'histoire, nous, voilà, cette section-là, par exemple, pour accéder relativement facilement, on était venu du haut en parcourant à pied les 2000 mètres de l'autre côté, puis en descendant en rappel et juste en observant vite fait où est-ce qu'on voulait passer, etc. Et après, on était remonté dans cette face du bas vers le haut, avec tout le matériel, le perforateur, les pitons, les coinceurs. Et donc, c'est difficile quand même de s'en rendre compte, mais on arrive à évaluer à peu près si ça paraît faisable ou pas. Après, est-ce que c'est... La louche, ouais, c'est à 2-3 cotations près. Mais l'idée, c'était quand même de faire une voie qui soit un peu difficile, en escalade libre, un peu un challenge technique, quoi. Ah, il y a du bon set sur... Ouais, ça, c'est la dernière longueur, ça, c'est magnifique, parce que là, c'est un 7C, ça fait 25 mètres. Et là, en fait, on est à 3900 mètres. Et là, quand il se rétablit de ce mouvement-là, qui est un mouvement, c'est une fin en θ à peu près, et boum, on arrive au sommet, mais vraiment, on est au sommet, quoi. C'est d'un coup, et on voit tout l'autre versant. C'est quelque chose, quand même. Vous étiez avec Nicolas Jean. Ouais. Et Julien Cruvel. Voilà. Pour cette ouverture donc, à la maison. Vous parliez de l'hélico là, sur la DZ du refuge. Il y a eu un petit secours pendant votre ascension? Oui, il y a eu malheureusement un jeune alpiniste qui est tombé dans la voie, la Pierre Alain, qu'on appelle, c'est une voie qui est en face sud, la face sud directe de la Meije. Et c'est la deuxième fois que je vois un secours dans cette voie, justement, en étant... soit d'un côté, donc à droite comme ça vers l'est, et soit la dernière fois que c'était arrivé, c'était au râteau, et puis je voyais l'hélicoptère. Et j'avais rencontré les blessés après à la Grave. On a la chance dans les Alpes d'avoir un secours en montagne qui est hyper efficace, qui marche super bien, qui est gratuit. Donc c'est quelque chose qui est à préserver, et c'est beau de voir ces secouristes qui arrivent malgré parfois des conditions de vent difficiles, et ouais, c'est beau. Alors la Meije, vous la connaissez bien, vous habitez pratiquement au pied, et puis vous l'avez gravie aussi en solo il y a quelques années, là, sans personne, sans assurance. C'est une autre approche quand on attaque une montagne mythique, où on sait que là, on n'a pas le droit à l'erreur. Oui, c'est vrai que moi en montagne j'aime un petit peu tout, donc j'ai du mal à choisir des fois entre est-ce que je vais faire une voie avec des copains ou est-ce que je vais tenter un truc un peu rapide, etc. Là, les conditions faisaient que... Voilà, je pouvais tenter un peu ce défi qui était dans ma tête depuis longtemps. Et j'adore ce sentiment de légèreté. Et en fait, quand on enlève la corde, nous, en tant qu'alpinistes, c'est rare, quoi. C'est très rare parce qu'on est souvent encordé dans ces environnements. Et c'est relativement laborieux, finalement. Même si on a l'habitude de s'être cordé, il faut quand même mettre des protections, il faut attendre l'autre. Parce que quand on a passé un passage facile, lui, il est dans le passage difficile qu'on a fait juste avant. Donc, il faut être patient, etc. Et quand on enlève tout ça... D'un coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu pars du refuge du promontoire et d'habitude, tu fais une longueur, puis tu assures ton collègue. Et là, tu l'assures pas parce qu'il n'y a personne. Donc tu continues comme ça et ça s'enchaîne. Et en très peu de temps, tu y es.
Et ce qui marque un peu les gens, c'est justement, mais comment tu fais pour aller si vite? Mais c'est parce que j'enlève tout ça. Et en fait, c'est pas si inaccessible du tout. C'est on est peu nombreux à le faire et j'encourage personne à le faire, hein, d'ailleurs. Vous enlevez la corde, Fred, parfois? Je me sens hyper mal à l'aise. J'ai pas du tout envie de... Les peu de fois où j'ai fait du solo, c'était en cordée. Et après, je préfère... Alors, c'est quoi le solo en cordée? Solo en cordée, c'est qu'on a... Auto-assuré. Auto-assuré. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais, d'accord. On est tout seul, on fait 3 fois les longueurs. Oui, c'est encore plus fastidieux pratiquement que d'être encordé avec quelqu'un. C'est pas du tout efficace. C'est un peu à l'opposé de ce que Benjamin aime dans le solo intégral, où effectivement, là, il n'y a pas à se soucier de manip de corde ou quoi que ce soit. Après, je sais pas, Fred, ce que tu en penses, mais dans le métier de guide, on est très souvent finalement en solo, dans des passages en 2, 3, etc. Il faut désescalader rapidement. Et puis parfois aussi, on escalade des passages et puis on assure son client sans rien mettre, parce que ça prendrait trop de temps à ce que notre client nous assure, et puis parce qu'on sait faire. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a donné, moi, un petit peu une forme d'aisance. Mais c'est vrai que le fait d'avoir la corde rassure quand même si on est On reste accroché à la montagne, quoi. On reste accroché, et normalement, si on a mis en sécurité son client, on a quand même mis la corde soit autour d'un béquet, d'un pointu, d'un rocher pointu, et qui fait que si nous on tombe, on va se faire très très mal, mais on va pas emporter tout le monde, normalement, si on fait bien les choses. Bon, en tout cas, le solo, vous le pratiquez de temps en temps. Vous avez remis ça cet été sur un autre sommet mythique du massif des Écrins, l'aiguille de la Dibona, qui est moins haute que la Meije, mais qui a une forme atypique. Oui, l'aiguille d'Ibona, c'est un vrai symbole du massif des Écrins, parce qu'elle a cette forme un peu, voilà, on imagine vraiment un dessin de Samivelle. Quand on arrive du bas, c'est évident. Après, quand on grimpe des parois sur les côtés et qu'on la voit de profil, on est un petit peu plus déçu. Mais vraiment, cette sensation de voir cette aiguille là qui perce le ciel. Et puis en fait, c'est un rocher qui est incroyable. Le nombre de voies qu'il y a sur ce caillou, ce bout de caillou, c'est juste... Alors là, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à Edlinger. C'est pas du tout pour me la raconter ou quoi, mais ça a été mal perçu par certains. Mais... Non, j'ai tripé à me dire, allez, tiens, je fais ça pour Edlinger. J'ai oublié le petit short et le petit bandana d'ailleurs. Il y avait plus de vide que quand Edlinger l'a fait. Hein. Bon, le résultat aurait été le même, mais... Et puis, le but, c'était vraiment de partir du parking de tout en bas, des étages, et d'y aller à la journée. Donc, c'est une petite journée. Puisque même à l'heure, là, 1h24, oui, c'est toute petite journée. Hein. Parce que généralement, quand on gravit la Dibona, j'ai toujours parti du parking, et puis j'ai toujours fait une voie avant de dormir au refuge, etc. En tout cas, c'est un lieu que je connais bien, et que j'adore. Et puis, j'adore les gardiens qui gardent leur refuge actuellement. Bon, Fred, vous êtes basé dans la vallée de Chamonix, donc les défis que vous faites aussi près de chez nous, ça se passe plutôt dans le massif du Mont Blanc. Et l'été 2022, vous avez fait un parcours inédit, le tour de la mer de glace, mais pas par le bord du glacier, hein, par toutes les arêtes qui l'entourent. Par toutes les arêtes fêtières, ouais. C'était un truc qui m'était arrivé un peu à l'esprit il y a quelques années. Et puis là, avec le Covid et puis le fait que c'était compliqué de voyager, je me suis dit je vais faire une mini-expé à la maison. Et je suis parti là-dessus, ouais. Ouais, mini-expé, mais maxi quand même distance. Il y avait 55 km, 12 000 mètres de dénivelé, les vélas vertes, les droites, les courtes, les Joras notamment au programme. Et puis, on en parlait tout à l'heure pour l'Himalaya, c'est une course essentiellement d'arête, donc avec toutes les difficultés que ça peut représenter. Ah oui, on va dire que c'est le terrain du guide de prédilection, quoi. C'est un terrain où on n'a pas besoin des chaussons d'escalade. On a un tout petit jeu de freins et de coinceurs, une corde, et puis voilà, ça pendant 10 jours. Donc c'est très agréable, on n'est pas très lourd, on avance, on fait de la distance tous les jours, donc il n'y a rien d'ennuyeux. Il faut juste arriver à préserver un peu la peau des doigts et trouver... malheureusement pour nous, c'était hyper sec, trouver des emplacements de bivouac où on pouvait faire de l'eau. Ça a été compliqué. Vous étiez avec Benjamin Ribert, qui est aussi un guide de haute montagne originaire de La Grave, des Hautes-Alpes. Bon, la Grave, c'est les Hautes-Alpes et l'Isère, se partagent à 2 départements. C'était un itinéraire qui n'avait jamais été parcouru. Il y avait des sections pareilles où vous étiez un peu dans l'incertitude sur ce qui vous attendait. Alors, il y avait eu François Damilano qui avait parcouru une traversée intégrale, on va dire en ligne droite, plus ou moins. Qui partait de l'aiguille des Grands Montées jusqu'au village des Contamines. Et nous, on voulait faire la boucle, partir de Cham à pied, revenir à pied à Cham. Donc on s'est dit, on va faire le tour. Et ça, c'est vrai que ça n'avait jamais été fait.
Ça avait été tenté plusieurs fois, mais imaginez cette boucle, ça demande beaucoup de temps. Nous, on avait bloqué un mois et demi pour essayer d'avoir un créneau météo et puis préparer le projet parce qu'il fallait quand même monter la nourriture à certains endroits. Ouais, vous avez fait des points de dépôt stratégiques. On a fait une stratégie confort. Il y avait quelques refuges prévus sur l'itinéraire? Oui, du coup, on a dormi à Refuge du Torino, qui est sur la frontière. On n'a pas dormi au Cosmique parce qu'on était trop tôt, mais on a pris une omelette. Bivouac de la Fourche, on y passe quand on fait cette, on y passe, cette traversée. On y est passé et c'est vrai que on le voit dans le film. On sent que quand on rentre, le bivouac est penché et on a passé d'ailleurs une mauvaise après-midi. On n'a pas très bien dormi. En plus, moi, je suis allé faire un tour en dessous et je voyais que c'était pas du tout stable. On voyait des rochers avec du jour entre. On s'est dit que ça allait pas durer longtemps et effectivement, 6 semaines après, il était par terre, quoi. Ouais, vous avez peut-être été un des derniers à passer une nuit dans ce bivouac. Je pense qu'on était les derniers parce que c'était impossible de rejoindre le bivouac par la combe maudite. Il y avait plus de neige, plus de rochers, ça se cassait la gueule partout. Bon, maintenant, en plus des chutes de pierre, il faut faire attention quand on est en haute montagne aux chutes de refuge. Ça commence à se compliquer. Ça fait peur quand même, Benjamin, j'imagine, vous qui êtes la jeune génération, de se dire que même les refuges sont victimes du réchauffement climatique. Ben oui. Après, il faut qu'on s'adapte. De tous les cas, on a l'habitude de le faire depuis tout le temps. Nous, les guides, on est une profession qui est habituée à cette chose-là, qui est l'adaptation. En fait, c'est le cœur de notre métier. Donc, il y a des courses qu'on fait plutôt en saison et qu'on fait plus après en août. Et généralement, on arrive quand même toujours, je trouve, à faire des saisons, des belles saisons, quoi, qui s'adaptent aux conditions. Et les gardiens de refuge commencent à s'adapter également. Ils ouvrent de plus en plus tôt. On arrive à avoir des gardiens qui étaient habitués à ouvrir plutôt à partir de mi-juin et commencent à ouvrir à partir de fin mai maintenant, notamment dans les écrins. Donc, je pense que il y a un changement qui opère. Les clients, pareil, nous appellent pas mal pour le mois de juin. C'est un mois qui est de plus en plus propice. Donc ça se décale. La saison est différente d'autres fois, c'est sûr. Et après, il y a des zones qui sont moins sujettes aux éboulements que d'autres. Et ça, certains sont plus à même de le dire, mais Ludovic Ravanel en connaît beaucoup des lieux comme ça qui ont une structure géologique plus forte, plus renforcée. Et d'autres lieux qu'on connaît où c'est à force en fait d'échanger avec les collègues, etc. On sait qu'il y a des zones qui sont à éviter quand c'est vraiment tout sec, quoi. Bon, pour éviter le refuge qui s'écroule, en tout cas Fred et Benjamin ont fini la traversée en bivouaquant. C'était finalement plus safe de se trouver une petite place à l'abri. Quand on est sur les arêtes, il n'y a rien qui peut nous tomber dessus. C'est vrai, l'orage peut-être. Oui, voilà. Et après, je continue par rapport aux saisons de guide. On a aussi de plus en plus de clients qui grimpent, donc ils veulent faire des grandes voies. Et ça nous arrange pas mal parce que les grandes voies d'escalade, elles sont plutôt, les beaux spots sont plutôt assez bas en vallée. Je pense, après le Verdon, les calanques, tout ça, c'est un milieu pour les guides aussi, pour les moniteurs d'escalade aussi. Et moi, j'ai tendance à essayer de faire pousser les gens, justement, au plus chaud de l'été, à pratiquer l'escalade dans les Dolomites, tout ça. Donc, on s'adapte, ouais. Benjamin n'aurait pas aimé la taille de la tente là, pour bivouaquer à deux. Ouais, mais c'est blanc, je pense que c'est rassurant. D'accord. Ça dépend de la couleur aussi. Allez, dernière petite image de cette émission, c'est l'arrivée quand même de cet ultra tour de la mer de glace à l'UTMG. Alors il y avait moins de monde que pour l'UTMB, la mecque du trail fin août à Chamonix, hein. Mais il y a quand même un petit comité d'accueil. Et on a failli lâcher une larme, mais heureusement on s'est fait arroser de champagne. C'était marrant. Voilà, on était bien crado à ce moment-là, ça collait fort. Là. Voilà, merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur le plateau de Grand Air, nous faire vivre vos aventures par procuration. Je vous souhaite de belles autres aventures à venir. Et puis nous, on se retrouve très prochainement dans cette émission avec d'autres acteurs de la montagne. Vous pouvez revoir toutes les émissions de Grand Air en replay sur notre site telegrenade.net.